Salut tout le monde, c'est Reiji, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui on va parler de Chainsaw Man, l'arc de Rézé. Je viens tout juste du cinéma et j'ai envie de parler de ça avec vous à chaud parce que j'ai vécu une expérience exceptionnelle. Vraiment, ça a été magnifique. Alors du coup je vais enregistrer de nuit parce que ce sont des séances, je pense, dans la plupart des cinémas qui sont de nuit, vu la violence du film et les moments qui sont assez osés. Et écoutez, je vais parler un peu plus calmement que d'habitude, parce que chez moi c'est très mal isolé, les gens dorment, donc voilà, je vais parler proche du micro, mais on a un bon matos, donc je pense que pour vous, ça va rien changer. Il y aura juste un ton un peu plus radio, voilà, une voix profonde, et ça colle bien, je pense, au thème avec la chambre euh, peu éclairée. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide beaucoup au référencement et à voir ce que je fais. Je fais aussi moi-même, j'écris mes propres histoires, des livres audio. N'hésitez pas à aller les écouter. Je fais des critiques aussi, des sujets de société également. Alors, ce film, Chainsaw Man, c'est la suite directe de l'animé qui s'arrête sur une sorte de cliffhanger avec ce nouveau personnage qui arrive, Rézé. On ne sait pas qui c'est, mais elle observe Denji, notre personnage principal. Écoutez, l'attente aura valu le coup. Je crois bien que la première saison est sortie en 2022, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être que je me trompe, mais on a attendu plusieurs années pour avoir cette suite, ça valait le coup. Moi, je vous avoue, je suis client de ce genre de production. Je suis vraiment client de la suite au cinéma. Parce que c'est une expérience exceptionnelle et la production est peut-être, je sais pas moi, 5 fois, 10 fois meilleure que l'animé. C'est impressionnant. Et on est gâté en ce moment. On a eu Demon Slayer il y a quelques semaines, et là, Chainsaw Man. Et la barre a été encore mise plus haut. Pourtant, j'ai beaucoup aimé Demon Slayer. C'est un film vraiment brut, avec des combats très prenants, la fin qui était touchante, j'en ai pleuré. Mais aujourd'hui, ça a été un autre type d'expérience. Si je devais vous résumer le film en quelques phrases, ça serait simpliste. Voilà, c'est une rencontre, c'est une description de l'homme, c'est un combat, et voilà. Ça reste la logique de Chainsaw Man, hein. Denji, cet ado de 16 ans, qui a un pouvoir avec le démon tronçonneuse, mais qui reste un adolescent, esclave de ses pulsions, de ses envies. Et c'est là où je vous dis, c'est une critique de l'homme qui est facilement manipulable, qui pense qu'avec son entrejambe. Et pourtant, l'intérêt de ce film, c'est pas son intrigue, ça va être dans sa réalisation, ça va être dans la double lecture qu'on va voir, dans le travail qui a été fait, dans les idées, les sources d'inspiration, le découpage, les différentes euh, façons de mettre en scène les personnages et l'action, la musique qui est utilisée d'une façon très originale, le combat qui, je pense, mériterait un arrêt sur image pour comprendre vraiment ce qui se passe à chaque fois. Pause, pause, pause pour comprendre parce qu'au cinéma, ça va hyper vite, il y a plein de trucs qu'on loupe tellement. C'est complètement fou ce qui a été fait là-dessus. Donc voilà, c'est ça la force de ce film. Ça avance dans l'histoire, mais ça reste du pur Chainsaw Man. Voilà. Vous n'allez pas être choqué par quelque chose de nouveau, c'est la même formule, mais en mode cinéma, donc vous en prenez plein la gueule. Je pense que la force de cette production, c'est qu'ils ont voulu rendre hommage au génie de Tatsuki Fujimoto, l'auteur, et avec plein de bonnes idées, des choses qu'on a dans son manga, dans ses œuvres papier. Il est très fort là-dessus pour transmettre des messages, transmettre des idées,
transmettre une certaine violence de la société, une certaine noirceur. Et on retrouve ça à merveille, et c'est sublimé, vraiment. Alors je dis pas que l'animé, la saison 1 ne transmet pas cela, mais là je vous le dis, c'est un autre niveau. Dès que vous avez plusieurs années pour produire la chose, vous voyez comme quoi Mappa, dès qu'on leur laisse le temps et les moyens, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Je fais une référence à SNK, l'éternelle déception, la fin qui a été bâclée pour produire vite la saison 3 et 4 et avoir la conclusion. Qu'est-ce que ça aurait été en leur donnant plus de temps? Voilà, bon, la fin, la toute dernière saison était vraiment bien, mais la saison 3, voilà, la saison 4, partie 1, ça a été fait un peu vite. Bref. Ah. Alors écoutez, il y aura une partie spoiler un peu plus tard. Là, je vais parler de manière générale, mon ressenti brut, et après, on pourra en discuter. N'hésitez pas en commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé aussi du film, euh, vos interprétations, parce qu'il y a différentes choses qui peuvent être interprétées de diverses manières. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Il y a peut-être des détails qui vont m'échapper. Et je vais peut-être parler de trucs qui vous ont échappé à vous. Et c'est ça qui est fort avec ce film. Je pense que c'est sa principale force. Ça va être un film sur les détails, sur l'analyse. Euh, alors, en ce qui concerne euh, la, la réalisation, c'est ultra fluide et j'aime beaucoup. Euh, c'est vraiment... Je vais vous citer un commentaire d'une personne qui travaille dans un studio, qui a commenté une de mes dernières vidéos sur Splinter Cell, qui m'a expliqué qu'il faisait du 12 à 24 images par seconde dans l'animé Splinter Cell qui vient de sortir sur Netflix. Franchement, c'est impressionnant ce qu'on voit à l'époque pour des films d'animation faire des choses pareilles, aussi fluides. Je me demande pour Chainsaw Man à combien c'est, mais vraiment, c'était impressionnant. On en prend plein les yeux. Et à plusieurs moments pendant le film, j'étais comme ça, choqué, surpris par ce que je voyais, tellement c'était beau, tellement c'était choquant aussi à certains moments. C'est un film qui se prive pas d'aller dans la violence, d'aller dans euh, l'exagération, hein. Et c'est encore une fois l'une des façons de faire de cet auteur. On en parlera un peu dans la partie spoiler, mais il y a plusieurs moments qui sont waouh, oh, ah c'est trop. Voilà, ça, on ne sait pas où se poser. En fait, on est toujours surpris. Et c'est petite anecdote, avant de voir le film, de le préparer, j'ai regardé les noms des personnages sur un wiki. J'ai été choqué par ce que j'ai vu parce que je me suis spoilé plein de trucs. C'est un auteur complètement fou. Voilà ce que je peux vous dire. Il est complètement fou. Par rapport à ses personnages, il est sans pitié. Et c'est ça que je ressens dans cette œuvre, cette cruauté dans la société de Chainsaw Man. Euh, c'est un petit peu un message que veut transmettre l'auteur, peut-être par rapport à certaines choses qu'il a vécues. Ça se voit aussi que c'est un grand fan de cinéma. Il y a plein de références, plein d'idées. Je pense notamment à ce passage au début où ça vient briser le quatrième mur. Je vais vous citer deux scènes. C'est le tout début du film. La première où on va voir une scène façon manga. La partie gauche et droite de l'écran va être avec des bandes noires. On va voir une partie blanche au milieu. Et ça va être le style manga de Fujimoto avec une scène qui va se dérouler comme ça, qui va être animée en noir et blanc. Et c'est exceptionnel. C'est une très bonne idée parce que ça vient nous dire, vous, les lecteurs du manga, vous venez au cinéma, donc l'expérience que vous connaissez, on va la décupler. On va vous montrer ce que ça vaut. Donc c'est très bon. Ensuite, on a une autre scène. euh, Deux personnages vont aller au ciné. Et ça aussi, je kiffe. Parce que nous-mêmes, dans le moment présent, on est au cinéma et on voit des personnages qui vont au ciné et qui réagissent à différents films. Ah ouais, la musique, elle est bien.
Oh là, on nous force à rigoler, on nous force à pleurer. L'histoire est pas terrible. Et on voit les gens réagir, les gens qui pleurent, qui rigolent, les personnages en question qui s'interrogent. Et ça nous pousse à nous interroger à nous en tant que spectateurs, ça vient briser le quatrième mur, nous aussi on est là, regarder un film, qu'est-ce qu'on en pense? Et c'est ça le message pour moi, c'est qu'est-ce que vous allez retenir dès que vous allez sortir de cette expérience Chainsaw Man, l'arc de Rézé. Voilà, c'est comme ça que je vois le truc, et ben moi je vous le dis, c'est un film à voir, absolument, si vous aimez la Japanimation, et ils ont mis la barre très très haut, vraiment. Alors, la musique, je vous ai dit qu'elle est utilisée de manière très surprenante à différents moments parce que va y avoir de la musique un petit peu qui va faire classique à des moments complètement inappropriés, des moments choquants. Et c'est super troublant, c'est une technique qui est utilisée à trois reprises, je crois, dans le film. Euh, la musique va être calme, mais on nous introduit quelque chose de très dérangeant à l'écran, visuellement. Et ça crée un malaise, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La musique ne correspond pas à la scène. Et après, on vient nous expliquer pourquoi. Et à chaque fois, ça fonctionne super bien. Donc j'ai beaucoup aimé cette technique. J'ai beaucoup aimé aussi l'opening au début du film. Waouh! C'est une sorte d'opening d'animé, mais qui va durer peut-être 2 minutes ou trois. Et on voit les personnages, on voit leur quotidien, etc. Et c'est splendide. C'est splendide, on en prend plein les yeux. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah écoutez, je vous ai parlé un petit peu de la partie combat aussi, qui est assez importante, hein, ça doit être la moitié du film. Donc il y a une bonne moitié au début qui est slice of life, et j'aime beaucoup. Moi, je suis client, encore une fois, du slice of life, donc les scènes du quotidien. Euh, c'est super intéressant pour raconter ce nouveau personnage Rézé, cette jeune femme très belle, avec une doubleuse qui a une belle voix, qui fait ce côté ultra féminin, sexy, attirante, qui plaît aux hommes. Et puis, on a une autre partie chez elle qu'on découvre en deuxième partie du film, vous l'avez vu dans l'affiche, etc. Ça va être la partie combat, c'est un personnage ultra fort, ultra charismatique. Et pendant le film, je me suis dit, mais elle est imbattable en fait. C'est un personnage qu'on ne peut pas battre, et pourtant. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sans trop rentrer dans les détails. Maintenant, on va aller dans la partie spoiler. Et dans ce que j'ai retenu de ce film, je pense que je vais oublier des choses, j'en suis certain, mais voilà, je vais vous dire ce dont je me souviens et vous, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce qui vous a marqué, les petites touches, les moments que vous avez trouvé intéressants, les doubles sens, parce qu'il y a beaucoup de doubles lectures dans ce film. Voilà, n'hésitez pas. Donc la première scène, je vous en ai parlé, le rêve de Denji, avec cette scène façon manga, moi ça m'a vraiment lancé dans le film et je me suis dit, waouh, c'est trop bien pensé, en fait. C'est simple, mais c'est bien pensé. Ça fait la transition entre le papier et le grand écran. Et puis, on a Denji qui est avec euh, Makima. Je crois que le film, oui, il y a d'abord la scène avec les Aki et Power à la maison, donc voilà, ils cohabitent ensemble, c'est toujours super drôle, etc. Power qui est forcé à aller au QG des chasseurs de démons. Et puis on a Makima qui est toujours là, c'est l'un des messages hein, de Chainsaw Man qui va utiliser son charme de femme pour manipuler les autres, et notamment Denji. Ça marche beaucoup sur lui, puisque c'est un adolescent qui est inexpérimenté, il n'a que 16 ans. D'ailleurs, c'est un peu étrange dès qu'on y réfléchit, parce qu'elle, c'est une adulte. Hein. Mais bref. Euh, donc, pour moi, il y a une critique là-dessus de l'homme qui est très claire dans ce film, parce que Denji se fait avoir une deuxième fois. C'est-à-dire que voilà, il est amoureux de Makima, il est censé aimer qu'elle. C'est très drôle parce que dans le film, il y a
un combat intérieur. Il veut pas craquer, mais il rencontre Résé et de plus en plus, il trouve de belles choses chez elle. Il commence à être attiré et puis il tombe amoureux une deuxième fois. Et il le dit lui-même, euh, je suis amoureux, mon cœur appartient à Makima, mais mon corps ne m'obéit pas. En fait, ça vient nous dire une chose que beaucoup de gens ont tendance à oublier. L'homme est très faible face à la tentation. Et il y a des gens qui vont se mettre toujours à la limite de ce qu'il ne faut pas faire et s'étonnent qu'ils tombent de l'autre côté. Et c'est un petit peu comme ça que je vois le truc. C'est que voilà, il va se faire encore manipuler. On le voit arriver à des kilomètres et des kilomètres. Ce personnage, à la fin des saisons 1, qui observe Denji de loin, on se dit c'est pas innocent. Surtout lorsqu'elle est introduite dans le film. Denji qui s'abrite de la pluie dans une cabine téléphonique et d'un coup, comme par magie, elle arrive, elle se cache avec lui, elle fait tout son cinéma et elle invite à venir à son café. Donc on sait qu'elle veut quelque chose chez Denji, elle est intéressée, mais qu'est-ce qu'elle veut exactement? Donc vous voyez, cet aveuglement euh, de ce personnage qui est facilement manipulable parce que il est en détresse affective, il a besoin d'affection, il a vécu seul, c'est un personnage triste, qui est solitaire, qui est incompris, et il croit trouver ce dont il rêve, mais en fait c'est juste un mirage. On lui fait miroiter des choses pour arriver à leur fin, pour que ces femmes-là arrivent à leur fin. Et c'est drôle dans le film, mais dans le fond, ça reste triste. C'est un personnage que je trouve très triste, ce Denji, qui est vraiment malmené par son auteur. On dirait un personnage maudit qui ne mérite pas de trouver le bonheur et qui continue encore et encore à être manipulé par autrui. Donc voilà. Euh, donc la scène du cinéma, je la trouve très intéressante, je vous l'ai dit. Voilà, de voir Makima aussi. On la voit pas beaucoup dans ce film, on la voit notamment au début dans ce date, hein, qui est une sortie au ciné. Donc voilà, pour faire un peu du fan service et contenter les gens qui apprécient beaucoup hein, ce personnage qui est ultra charismatique. Et puis on la voit à la fin, on en reparlera peut-être. Ensuite, ben écoutez, on a Riese qui apparaît, je vous l'ai dit, la scène de la cabine. Ensuite, j'aime beaucoup ce passage dès qu'elle retourne au café à pied. Waouh, 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 waouh. C'est très simple, hein. On voit un personnage marcher, mais c'est fluide, c'est vivant. On enchaîne différents plans, mais vraiment des plans qui rajoutent de l'effet au mouvement, qui rajoutent cette sensation de mouvement. Et c'est une scène que je trouve magnifique. Pourtant, je le répète encore une fois, c'est juste un personnage qui bouge, qui marche dans la ville et qui va à un café. Mais on la revoit d'ailleurs un peu plus tard, la même scène dans le film, si ce n'est que il n'y a plus euh, les flaques d'eau au sol, parce que dans la première version il pleuvait, la deuxième non. Et voilà. C'est un des détails qui m'a beaucoup marqué. On a aussi un autre moment dont je veux parler, la scène bien sûr du lycée. Donc voilà, c'est un film qui n'hésite pas à aller euh, dans la violence, mais aussi dans le côté sexuel. Alors, ça reste surtout de la nudité, ça reste du flirt, mais euh, c'est un personnage qui est utilisé de cette façon parce que c'est un soldat, si on veut, qui a été entraîné dans ce but-là, utiliser ses charmes, entre autres, une des façons de faire pour atteindre ses cibles. Et la scène du lycée, c'est un petit peu une confession, voilà, apprendre à se connaître, etc. Et puis, il y a ce passage, bien sûr, dans la piscine, voilà, ça fait rire, ça fait aussi réfléchir hein, par rapport à la réaction de Denji qui hésite, et puis qui plonge dans la piscine, voilà, alors qu'il sait même pas nager, ils se mettent nus tous les deux, donc voilà.
ça vient briser ce tabou-là aussi. Mais l'un des trucs que j'ai beaucoup aimé, c'est lorsqu'elle il retourne en classe et qu'elle dit vouloir aller aux toilettes. Et on a une sorte d'éclairage rougeâtre dans le couloir pour nous dire que ce personnage n'est pas aussi innocent que ce qu'il laisse apparaître. La jeune femme dont je vous parle, bien sûr, Rézé. Et c'est un premier indice sur ses intentions. Elle semble être une jeune fille, voilà, pleine de vie, attentionnée, euh, qui respire la vie. Mais en fait, lorsqu'on a ce gars qui a fait le pacte, ou qui veut faire le pacte avec le démon Typhon, qui apparaît, qui est très menaçant, on se dit, oh là là, elle va être en difficulté, Denji va venir la sauver, mais en fait, pas du tout. Le retournement de situation, c'est là que je vous parlais de la musique. La musique, elle est très dérangeante à ce moment-là, parce qu'elle est très calme, mais ce qu'on voit à l'écran, c'est d'une violence. D'ailleurs, ces flashs, lorsque Rézé l'attrape et lui fait une clé de bras et va l'étrangler, on a des sortes de flashs, l'animation qui va s'accélérer, puis s'arrêter, puis reprendre. J'aurais besoin de revoir une deuxième fois, mais c'est ça correspond au choc qu'est le nôtre lorsqu'on découvre les réelles capacités de cette jeune femme. Et puis, écoutez très vite avec le passage euh, du Matsuri, le festival, on se dit voilà, ça continue, mais quelles sont ses véritables intentions? On voit qu'elle est très forte, etc. Et d'ailleurs, on remarque qu'elle a un bandeau et qu'on a la petite tige métallique pour activer son pouvoir, mais Denji ne voit rien. Vous voyez, l'homme aveugle, aveuglé par ses envies et ses émotions. Et lors du festival, avec la scène du Hanami et des, du feu d'artifice et du baiser, la violence atteint un autre niveau, hein. Alors certes, ce sont des personnages qui peuvent se régénérer, avec le sang notamment, les hybrides et les démons, mais ce choc de Denji, lorsque il se fait arracher la langue lors du baiser, et qu'il voit ce dont elle est capable, après qu'il ait refusé sa proposition de partir, voilà, de tout abandonner, et on comprend bien que il aurait été assassiné en fait. C'était juste une technique pour l'isoler de tous ses camarades et lui prendre son cœur facilement. D'ailleurs, maintenant que je parle de son cœur, il y a une réplique que j'ai beaucoup aimée plus tard où il dit: tout le monde veut le cœur de la tronçonneuse, du démon que j'ai en moi, mais tout le monde s'en fout de mon cœur à moi. Et ça vient très bien résumer ce film, cette détresse, de cet incompris, euh, de ce solitaire, cet éternel solitaire. Et il n'y a que des gens mal intentionnés qui s'approchent de lui, qui sont intéressés, entre autres. Voilà. Euh, pour la plupart. Et surtout du côté de la jante féminine. Donc encore une fois, c'est très triste pour ce personnage. Qu'est-ce que j'ai retenu d'autre? Eh ben écoutez, ensuite, elle débarque. Voilà, c'est terrifiant et ça m'a fait penser à un film d'horreur. Et je pense que Fujimoto, il aime beaucoup le cinéma. Ça se ressent dans ses différentes œuvres. Et là, je l'ai ressenti dans ce passage-là, ce personnage qui semble beaucoup trop fort, inarrêtable, qui est une amie, si on veut, une proche qui fait partie du groupe du démon flingue, le boss qu'on attend, hein, l'objectif de nos personnages. Euh, la scène du QG, là, de l'équipe de la deuxième division, encore une fois, c'est hyper choquant et ça va dans le gore, le surprenant crescendo en fait. On voit des personnages charismatiques qui arrivent, allez, on va s'occuper d'elle, etc. Ils se font déchiqueter les uns après les autres, jusqu'au vice-capitaine. Elle arrive avec les têtes des deux personnages comme ça.
qui vont être transformés en bombes. Waouh, c'est complètement fou. Même elle, à un moment, sa tête, elle va se servir de son corps comme une bombe et elle se régénère à chaque fois. Donc, on comprend que Denji ne sait pas utiliser son pouvoir. Jusqu'à présent, on l'a vu, c'est un novice. Il utilise certaines choses, mais contrairement à cela, il est très très loin d'user comme il faut de ses capacités. Et le combat semble complètement déséquilibré. Tu peux mettre je ne sais combien de personnages face à elle, t'as l'impression qu'ils vont rien réussir à lui faire. Surtout qu'il y a le démon Typhon qui vient s'ajouter en plus, là. Bizarrement, c'est un sort de bébé, avec une voix, un seiyuu d'un enfant très jeune, très bizarre. Je comprends pas pourquoi. Peut-être qu'il doit y avoir une explication dans le manga. En tout cas, voilà, le combat, franchement, c'est... Le Typhon, d'ailleurs, je pense qu'il doit y avoir un message hein, par rapport au Japon, hein, qui est victime de catastrophes naturelles, très souvent. Donc c'est l'une des peurs des Japonais. Hein. Pour rappel, dans l'histoire de Chainsaw Man, plus un démon provoque de la peur chez les gens, plus c'est fort. Donc ça aussi, j'ai vu une sorte de lecture là-dessus. Je me suis dit c'est intéressant de vouloir aussi parler de ce genre de choses qui arrivent. Donc ça peut être des tremblements de terre, des tsunamis, des typhons, etc., etc. Et cetera. Et le combat, encore une fois, ça va dans tous les sens sur Tokyo. Les dommages sont considérables. C'est quel personnage qui va être projeté? Oui, je crois que c'est Denji hein, qui va être projeté sur je ne sais combien d'immeubles. Et bam, 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 bam. Il va tout fracasser. Euh, c'est franchement impressionnant. Ce combat, ça bouge dans tous les sens. On s'arrête même de respirer. À ces moments-là, on se dit, mais waouh, ça va trop vite. C'est complètement fou. C'est une sorte de chorégraphie. C'est une sorte de spectacle, mais dans la violence. C'est bizarre de dire ça. Mais voilà. Je pense qu'il faut vraiment faire du découpage. Il faut voir le film dès qu'il sera sorti en Blu-ray ou sur les plateformes et faire du image par image pour voir tout saisir parce que ça va hyper vite, franchement. D'ailleurs, je crois que le film passe en 3D. Ça me fait penser à ça. Euh, Ma séance ne l'était pas, mais je crois que dans certains endroits, il est en 3D. Écoutez, voilà. Je vais pas faire trop trop long, mais je vous invite à ne pas partir à la fin du film. Ça aussi, il y a des gens qui, encore une fois, ils ont applaudi à la fin, comme avec Demon Slayer, et des gens sont partis alors qu'il y avait une scène après le générique. Donc voilà, fallait rester. En tout cas, il y a le passage aussi, on va clôturer le combat, hein, où Denji va utiliser les chaînes, parce qu'il n'a pas que la partie tronçonneuse, il y a aussi des chaînes dans une tronçonneuse, et il va utiliser ça pour l'attacher et se jeter volontairement dans l'eau, en disant que oui, dans l'eau, elle est peut-être pas capable d'exploser a priori, et ça fait référence à une scène qui arrive plus tôt dans le film où elle apprend Denji à nager, il y a ce moment un peu sexy, etc. Donc il fait le choix étonnant de la laisser en vie, de ne pas la livrer au gouvernement. Et je trouve ça assez surprenant. Alors oui, c'est un personnage qu'on ne veut pas voir disparaître, qu'on veut revoir. Mais le fait de la laisser comme ça, euh, ouais, c'est... ça laisse interrogatif. Parce qu'elle est ultra, ultra dangereuse, mais a priori, elle, on dirait qu'elle a été touchée par ce côté-là. Alors elle avoue, je n'ai pas de sentiment pour toi, elle le dit clairement, ça a été que du cinéma, tout ça, mais on dirait qu'elle a été touchée par ce geste et surprise encore une fois par ce côté imprévisible de ce personnage. Alors le moment aussi, on va parler de la métaphore sur les rats de campagne de ville, qui est utilisée à de très nombreuses reprises jusqu'à la fin du film, lorsque Makima arrive, est formé par des rats là,
euh, et lui explique que oui, les rats des champs, comme Rézé, qui préfère cette tranquillité-là, eh ben, elle les massacre. Elle le fait de temps en temps, elle va aider sa famille dans les terres qui sont infestées par les rats, euh, qui viennent s'attaquer aux cultures, etc. Donc il faut les tuer avec les chiens, on les chasse avant que la neige n'arrive. Et ouais, il y a toute une logique, une métaphore entre qu'est-ce que tu préfères? Une vie cachée dans la tranquillité mais moins de confort, ou une vie en ville mais avec tous les problèmes, et notamment avec les démons, avec le gouvernement. Donc ça fait un peu un parallèle à la proposition qu'elle a faite à Denji de fuir, d'aller loin. Au final, il lui propose réellement la chose à la fin du film. Qu'est-ce que tu préfères? Être tranquille ou avoir ce confort-là, mais en ville, être toujours exposé au danger et oublier cette tranquillité. Ensuite, la scène post-crédit, pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc Denji est au café, il attend Rézé, mais en fait, il y a juste Power qui arrive. C'est hyper drôle parce qu'il a un bouquet de fleurs à la main et elle veut prendre le bouquet Power, mais Denji refuse de lui donner, donc il commence à dévorer les fleurs comme il le fait au début du film, et ça s'arrête là-dessus. D'ailleurs, Power, on la voit aussi très peu, on a vu un peu Makima à deux moments, mais c'est tout. Et Power aussi, on l'a vu au début, à la fin, volontairement d'écarter ces deux personnages qui sont très forts pour faire un combat palpitant quand même. Parce que le démon ange aussi, il est annoncé comme l'un, peut-être le plus fort, l'un des plus forts, après le sensei, là, j'ai oublié son nom, qui est ultra charismatique. Euh, donc, le démon ange, il n'était pas motivé aussi à se battre, il voulait même carrément mourir. Donc, ça aussi, il y a une réflexion sur le suicide. Il y a un passage où l'ange, carrément, il aspire, il est acquis, il est sur le point de le lâcher, et il y a une image qui vient dans l'esprit de l'ange. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est, quelle est votre analyse là-dessus, mais une sorte de flashback. Et Aki aussi, c'est bien qu'on le voit, mais c'est vrai qu'il a un rôle moins important. Il a cette capacité d'anticiper, de voir 2 secondes à l'avance par rapport au démon qui lui a donné son pouvoir. Il l'utilise un peu, mais ça ne suffit pas à battre Rézé. Donc, c'est dire les capacités surhumaines de ce personnage. En tout cas, voilà. C'est un film que je vous invite à aller voir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ça sera intéressant d'avoir votre analyse, votre point de vue. Et sur ce, on va se quitter. N'hésitez pas à aller voir ce que je fais comme autre contenu, à laisser un like, à vous abonner, et à très vite pour d'autres contenus.